Vous regardez Novac TV, la média de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, au sommaire de notre magazine de l'innovation Novactuel. Au sommaire, comment soignera-t-on demain? C'est la deuxième partie de l'émission. On avait fait l'état des lieux, les enjeux dans la première partie. On va maintenant parler solutions et utopies. On va en parler avec les mêmes invités que dans la première émission. Je les remercie. Bruno Lina, bonjour. Bonjour. Professeur de virologie. Vous êtes membre également du comité scientifique auprès d'Emmanuel Macron pour le Covid-19. Florence Alouche, bonjour. Bonjour. Cofondatrice et ancienne présidente de Sparring Vision. Vous êtes docteur en pharmacie de formation. Vous aviez incubé à la PHP où vous travailliez, je crois, 17 ou 20 ou... combien ? 16 ans. 16, soyons précis. Start-up innovante, jusqu'au moment où vous avez créé Sparring Vision. Vous nous direz en amont en quoi ça consiste. On est dans les biotech. Marc Prikaski, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vous êtes le PDG de Ceva Santé Animale, qui est une des plus grosses entités mondiales en matière de santé animale. Et enfin, en duplex de Bordeaux, Bernard Bégaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pharmacologie et vous avez publié, c'était en mars dernier, La France malade du médicament, 110 milliards d'euros plus tard. C'était le sous-titre et c'était aux éditions de l'Observatoire. Pour cette deuxième émission, les solutions, je voudrais vous demander un exercice qui est à la fois facile et difficile. Il est difficile parce qu'il va falloir que vous en choisissiez une, facile parce qu'en revanche, je ne vous demande pas de me faire le tableau général. De vos fenêtres respectives, quelle est l'innovation la plus prometteuse en matière de santé, qu'elle soit médicale, qu'elle soit liée à l'organisation des soins, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit technologique? Vous l'attrapez par où vous voulez. Qui veut se lancer en premier? Moi, je veux bien. Florence. Je vais parler de thérapie génique. Mais évidemment. Voilà, donc la thérapie génique, la différence, parce que vous parlez de soigner. Donc soigner, ça veut dire prendre un médicament toute sa vie parce qu'on a une pathologie. Dans les nouvelles approches thérapeutiques, comme la thérapie génique ou la thérapie cellulaire, on va réparer durablement. Donc les Américains disent to cure, c'est-à-dire on va guérir, on ne va pas soigner. L'objectif, c'est voilà, to exactement, cure et le care. Et to care, voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir justement avec le recul que l'on a sur la recherche qui a été faite sur l'identification de mutations génétiques, l'identification de protéines avec des enjeux majeurs, eh bien de pouvoir fournir, réparer ces éléments manquants de façon durable. Ça, c'est la promesse. Alors, est-ce qu'on y arrivera? On a eu 2 très belles mises sur le marché l'année dernière de médicaments de thérapie génique qui ont durablement corrigé. Donnez les exemples rapidement, les deux. Dans la maladie que nous traitons, qui est la rétinite pigmentaire, 65 mutations sont possibles pour générer cette maladie, ce qui veut dire que si vous commencez à traiter mutation par mutation, c'est un peu compliqué. Donc, l'enjeu de Sparring Vision, c'est d'avoir une mutation agnostique, c'est d'être complètement agnostique de la mutation en mettant la protéine qui manque. Et une société américaine l'année dernière a développé la correction d'une mutation, donc ça concerne 3500 patients dans le monde, donc c'est ultra rare, et le médicament a été mis sur le marché et les patients ne seront pas aveugles. Donc il y a des énormes projets, il y a des promesses extraordinaires pour les patients. Autour des thérapies géniques. Autour des thérapies géniques et cellulaires, évidemment. Alors, les autres ont eu le temps de réfléchir entre-temps. Vous n'avez plus le droit de dire thérapie génique. Hein. Oui, alors Bruno. Dans le cadre de l'innovation thérapeutique, moi je trouve qu'il y a une vraie révolution en cours qui a déjà commencé, qui sont les CAR T-cells. C'est en fait la reprogrammation du système immunitaire pour éliminer des agents ou des cellules anormales dans un organisme. Et vraiment, on rentre dans une nouvelle approche de la prise en charge, en particulier la prise en charge de la maladie cancéreuse, mais on sait que ça peut déborder, aller au-delà de simplement la prise en charge de la maladie cancéreuse, où on apprend, on met en évidence une protéine pathologique ou quelque chose qui est un marqueur d'une cellule anormale. On apprend à notre système immunitaire à trouver quelque chose qui permette de lutter contre cette cellule, un anticorps, ou une réponse cellulaire, T. Et on récupère certaines cellules T et ensuite on reprogramme les cellules T de l'individu de façon à ce que soit capable de produire suffisamment de cellules capables de détruire spécifiquement la cellule dégénérative. Eh bien ça, c'est une révolution de la prise en charge du cancer. Mais on voit aussi qu'il y a un appel d'air potentiellement à d'autres choses, puisqu'il y a tellement de marqueurs cellulaires identifiant une cellule anormale, qu'elle soit normale du fait d'une infection, d'une dégénérescence ou d'un cancer, que c'est un levier potentiel d'un champ thérapeutique énorme et qui commence déjà. Bernard Bégaud, merci beaucoup Bruno Lina. Non, mais je pense que là, il y a eu un très bon résumé des 2 champs extrêmement prometteurs. Enfin, je connais mieux le second parce que je suis lié à un centre anticancéreux.
Mais on a là des promesses inouïes, hein, par effectivement le nombre de gens qui vont être aveugles parce que pour l'instant on n'a pas de solution, et se dire que on est quand même à l'aube de pouvoir les soigner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors si vous voulez être provocateur, je dirais que le plus gros progrès, ça sera la prévention. Il ne faut pas oublier quand même, hein. Parce que là, on est dans des maladies qui sont bien identifiées, pour lesquelles on sait séquencer. Mais il y a aujourd'hui probablement 40% des affections dont souffrent les gens. On peut les prévenir, soit par l'alimentation, soit par un exercice sain. Et je pense que ça, ça fait pas très moderne, mais je n'aurais pas que l'innovation fasse oublier quand même la règle de base de la médecine, qui est d'avoir un message très clair pour la prévention des maladies qui coûtent extrêmement cher. L'obésité, par exemple, on ne va pas la traiter par thérapie génique ou cellulaire, mais elle va nous coûter l'explosion du système de l'assurance maladie, parce que ça veut dire diabète de type 2, arthrose, maladie cardiovasculaire, dégénérescence diverses, etc. Mais qu'est-ce qui, pardon Bernard Bégaud, je vous interromps, mais c'est pour vous laisser la parole. Qu'est-ce qui fait non, vous n'avez pas fini, parce que je voudrais vous entendre. Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui? Parce que manger, bouger, c'est surtout les publicités à la télévision. Je sais pas. Voilà, tous les produits de consommation, d'alimentation transformée sont obligés de passer un message de santé publique, etc. etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça accroche? Qu'est-ce qu'on dit à une personne en bonne santé de faire attention à sa santé pour ne pas avoir un problème le lendemain? Alors, je ne voudrais pas me mettre en opposition avec les deux exposés précédents, parce que je soutiens à 100%. Moi, je suis un battant de l'innovation absolue. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il manque une politique qui parte du constat, dire de quoi souffre-t-on, de quoi meurt-on en France, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, et à partir de ça, que l'on fasse des actions priorisées. C'est-à-dire une loi de programmation de santé publique, comme il y en a eu en 2004, où on va dire, voilà, ben là, on va mener des actions, et après, je pense que c'est aux politiques à organiser des campagnes, voilà. On l'a dit, on le sait, on a suffisamment de gens pour le faire. Bon, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème. Marc Ricaschi. Moi, je pense que je pourrais vous dire, par exemple, des vaccins à cassette qui sont à portée de main et qui permettront sur certaines maladies de sortir un vaccin en 15 jours, pour peu que réglementairement on puisse le faire, de la détection extrêmement précoce, le séquençage et la capacité qu'on a à suivre l'évolution d'un certain nombre de souches de virus à travers le monde. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu mon côté veto, terrain, c'est avoir la capacité de mettre en place ce que l'on a déjà sur le terrain. Vous voyez, par exemple, des pathologies zoonoses encore extrêmement anciennes, comme la rage. Il y a encore 60 000 personnes sur la planète qui meurent de la rage, essentiellement des enfants. À peu près la moitié sont des enfants. On connaît parfaitement la façon de vacciner. Ça vient des chiens qui sont errants, qui vivent en meute. On peut vacciner, ça se fait par des formes orales que l'on donne aux chiens. Ça fonctionne, et pourtant, il y a toujours 60 000 morts par an. Et il y a beaucoup de maladies comme ça. On a tout dans nos mains, en plus avec des coûts extrêmement raisonnables pour régler des problématiques. Et vous voyez, donc moi j'ai encore une fois une approche qui est une approche globale, l'approche du nombre. Et je comprends bien que ça ne s'inscrit pas dans une logique qui est évidemment de sauver de plus en plus les personnes, etc. Moi j'ai cette vision qui est... il y a encore tout un tas de problématiques, à brucellose par exemple, qui est une maladie terrible. Il y a encore énormément de cas dans le monde. On l'a éradiqué en Europe, on peut totalement le faire ailleurs. Voilà. Et on n'arrive pas à mettre en œuvre toutes ses forces pour y arriver. La bilharziose. Pardon ? 1 million de morts. La bilharziose, oui, c'est un carnage. On doit être à 1 million de morts avec le palu et la bilharziose. On voit que finalement, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment faire de la médecine innovante. C'est-à-dire qu'on parte de la prévention, qui évite d'avoir des maladies qui sont celles vis-à-vis desquelles on développe éventuellement des procédés thérapeutiques innovants, et puis après, avoir en deuxième main, une fois que le dépistage a permis d'identifier de façon précoce une maladie, ou quelle qu'elle soit, eh bien, d'utiliser à ce moment-là ces outils innovants. Et là, pour le coup, on aura vraiment le levier complet, et donc on est dans une approche holistique de l'ensemble de la prise en charge de la santé. Et c'est une santé innovante que vous cherchez à montrer. Il y a un mot que vous prononcez pas pour l'instant en tout cas, c'est le numérique, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est rentré, c'est devenu banal, ou alors parce qu'on se rend compte que les
premiers résultats sont plutôt intéressants pour ce qui est du diagnostic, notamment en radiologie, en dermatologie, mais pour le reste, finalement, on n'a pas encore trouvé le... si, il y a les jumeaux numériques aussi, on fait des choses intéressantes. Non, la bioinformatique est complètement présente dans toutes les approches de thérapie génique. Je rappelle qu'on est en train de refabriquer des plasmides qui codent, donc on doit optimiser, on doit ne pas être toxique. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc non, l'intelligence artificielle, elle est complètement maintenant incluse. Elle est intégrée, c'est pour ça qu'on n'en parle plus. C'était le truc il y a 5 ans. Ouais, voilà. 3 ans. Bon, il y a des entreprises qui vont l'utiliser pour optimiser leur procédé de production. Maintenant, c'est un peu de partout, quoi. C'est ça. Voilà. C'est fait. C'était l'innovation d'avant. C'était pour Novak il y a 2 ans. La digitalisation, elle est très importante pour la relation des patients avec les soignants, des communautés de patients. Moi, je suis plus impliquée dans les maladies rares. Et une maladie rare, c'est quand même une errance diagnostique pendant des années avant qu'on puisse mettre un nom sur la maladie. Donc, comme vous l'aviez dit, le dépistage, les tests de génétique de prédisposition sont extrêmement importants. Et donc, pour tout ça, il faut avoir un nombre suffisamment important de malades. Alors, c'est des maladies rares, donc c'est difficile à trouver. Et du coup, les réseaux européens qui se mettent en place dans les maladies rares donnent plus de puissance à ces chiffres et donnent justement la possibilité de développer des vaccins, des tests de diagnostic ou des traitements adaptés. Bruno Lina. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et en levier additionnel, en fait, le patient expert est vraiment un élément clé. Et on ne peut plus faire de la médecine qu'entre médecins, ou entre pharmaciens, ou entre épidémiologistes, santé publique. On doit inclure les patients dedans. Et sur certaines pathologies, ça marche très bien. Par exemple ? Eh bien, sur le diabète, on arrive à monter des patients experts qui, finalement, maîtrisent très bien leur pathologie, ils la connaissent, ils savent exactement quels sont les symptômes qui signent que ça ne va pas, que ça se dégrade, et ils sont capables de passer ce message à d'autres patients. Donc ça fait des communautés de patients qui parlent le même langage, qui n'ont pas un langage médical, qui ont un langage entre eux, et qui permettent d'améliorer au bout du compte la prise en charge de l'ensemble de la pathologie diabétique. Donc c'est compliqué à mettre en place, mais on a des leviers qui existent. Alors c'est pas possible pour toutes les pathologies, mais sur certaines, on doit travailler sur le patient expert et on doit travailler avec ces relais médecins-patients pour améliorer la prise en charge. Est-ce qu'on a un corps médical aujourd'hui qui est formé de telle sorte à être réceptif à l'idée que le patient ou que les patients puissent se comporter en experts et viennent discuter, challenger, enrichir le savoir et la vie du professeur de médecine. Vous avez vu, j'essaie de poser la question poliment quand même. Hein. L'idée, c'est pas de challenger, c'est pas de les mettre en opposition, c'est de les mettre en association. Oui, donc, mais faut-il que... Et cette association, elle doit devenir quelque part naturelle. Donc il faut effectivement apprendre aux nouveaux médecins à avoir cette interaction particulière. Est-ce qu'on le fait suffisamment, Bruno? C'est ça ma question. Je comprends bien votre point. On ne le fait pas assez parce que justement, ça fait partie des éléments de prévention qui sont très importants. Ça n'est pas fait suffisamment, mais c'est pas très simple à faire. C'est pas trivial que de devenir un patient expert. Ça suppose un investissement personnel aussi très important. Mais c'est, à mon avis, quelque chose qui doit se développer. C'est très important. Je dirais qu'il y a un double enjeu. Il y a un enjeu pour le développement des médicaments et pour le développement des nouvelles approches, mais il y a un enjeu national et régional. Je m'explique. Les patients tels qu'on les définit comme experts, c'est aussi des patients dans les essais cliniques. Et donc, le médecin a l'habitude d'avoir cette relation, d'inclure un patient dans un essai clinique en lui expliquant son intérêt d'être inclus dans un protocole d'évaluation de nouveaux médicaments ou d'une nouvelle stratégie thérapeutique. Ce qu'il faut, c'est que notre pays reste attractif en termes d'essais cliniques, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Parce que, voilà, je reprends, je dirais que les agences réglementaires sont peut-être un peu plus longues que dans d'autres pays pour autoriser certains essais. Alors c'est vrai que c'est pour protéger les patients. Il faut voir ça aussi. La finalité, c'est pas juste des problèmes administratifs. On est là pour
pour protéger les patients, mais il faut aller vite parce qu'en face, on a des entreprises, et notamment les biotech, les medtech, les quelques laboratoires qui restent en France quand même. On a perdu des grands centres de décision des laboratoires pharmaceutiques qui sont plus du tout en France ou en Europe. Donc il faut qu'on garde cette Boston, autour de Kendall plutôt Square, de l'autre côté de l'étang, comme on dit. Et donc c'est plus ici. Donc il faut absolument qu'on ait cette compétitivité. On a trop de laboratoires et trop de biotech qui disent on va inclure nos patients ailleurs qu'en France parce que c'est trop long. Et donc ça, c'est vraiment ce que vous disiez. Hein. Il faut qu'il y ait cette complémentarité avec les réglementaires et l'innovation et les acteurs et les médecins. Voilà. Hein. Marc Ricaschi. Non, juste un commentaire. Là, pour ce qui est des essais cliniques, la France est passée en 4e position. Elle était en 3e position assez récemment, hein, derrière l'Allemagne et l'Angleterre. Maintenant, l'Espagne est passée devant. C'est juste un problème de lourdeur. On parle d'Europe, hein, bien sûr. On parle d'Europe. On parle pas monde. C'est juste un problème de lourdeur administrative. De lourdeur administrative. Et encore dans les essais, des essais qu'on met en place parfois beaucoup plus tôt, alors là, c'est même pas le cas. Et puis, je pense qu'effectivement, si on ne prend pas et si on ne fait pas parler le patient, ce sont les réseaux sociaux qui vont le faire, avec tous les mauvais côtés. Parce que vous voyez, et je ne parle pas des charlatans, etc., mais il faut effectivement que le patient, et le patient d'une certaine façon qui a été validé aussi par le corps médical, prennent la parole. Je pense que c'est absolument essentiel. Et ça, c'est une vraie nouveauté. On parle de comment soigner demain, il y a aussi, et comment soignera-t-on, mais aussi qui soignera-t-on. Alors vous l'avez évoqué en parlant de certaines maladies qui ont été éradiquées en France ou en Europe, mais qui restent présentes dans certains pays. Donc il y a la question des pays riches et des pays pauvres. Mais même au sein de la France, quand vous parliez de prévention, notamment en insistant sur ce point dans la première émission, il y a des régions, je pense aux Hauts-de-France, où on constate que la prévention, avec les personnes qui arrivent, notamment qui se présentent avec des cancers dans les CHU, sont à des stades beaucoup plus avancés, par exemple, que dans d'autres régions. Donc, est-ce que qui soignera-t-on demain n'est pas un enjeu au moins aussi important que comment soignera-t-on demain ? C'est la dimension santé publique et prévention. Hein. C'est-à-dire que, manifestement, si effectivement dans le Hauts-de-France, on voit qu'il y a une situation particulière qui fait qu'il y a une prévalence de certains cancers, c'est objectif, hein, on le voit. Absolument, oui, c'était pas... Il y a une prévalence très élevée de certains cancers. Si on veut lutter contre ça, il faut travailler en amont. C'est-à-dire que c'est de la même façon, comme on le disait, on peut être soit en réaction en disant, on a des outils maintenant qui permettent de soigner ces cancers, mais c'est vrai que ça coûterait moins cher que ces cancers ne surviennent pas. Et qu'on soit en capacité d'identifier les situations qui sont potentiellement à risque et puis essayer de les éviter quand c'est possible, ou sinon avoir un suivi de façon à ce que le dépistage du cancer se fasse le plus tôt possible avec les chances de survie qui sont les meilleures et surtout de survie en bonne santé. Donc on n'est pas tous égaux devant la maladie, de toute façon, d'une manière générale. C'est le fait d'exposition à la vie externe, hein, tout simplement, parce qu'on est en face de toxiques, on est en face de pathogènes, on est en face de... C'est la vie courante. Et puis après, il y a intrinsèquement notre génomique qui nous conditionne vis-à-vis de notre capacité à répondre ou à développer, malheureusement, de temps en temps, des pathologies. Et ça... à un moment donné, il sera probablement possible de faire une espèce de cartographie du risque. Et de nouveau, une fois qu'on aura fait cette cartographie du risque, il va falloir qu'on la gère. Il va falloir qu'on soit en capacité de dire, voilà, vous avez un très fort risque de développer un diabète. Pour vous, c'est hors de question d'avoir un surpoids. Et c'est en gérant le risque de surpoids que le diabète ne surviendra pas, notamment chez vous, même si c'est vrai d'une manière générale. Donc on voit que c'est extrêmement compliqué, on ne peut pas traiter ça en quelques minutes, mais on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, la version très généraliste, holistique, qu'il est nécessaire de mettre en place lorsqu'on veut vraiment avoir une médecine innovante, à la fois sur ses idées et sur sa prise en charge thérapeutique. Et en fait, le sujet que vous amenez sur cette fin de deuxième émission, c'est aussi la question de l'éthique, parce que la question qu'il y a derrière, c'est qui soignera-t-on ou qui ne soignera-t-on pas, elle peut aussi se poser en ces termes-là. C'est-à-dire que est-ce qu'on va prendre en charge des personnes qui, de manière résolue, auront été contre leurs propres intérêts ? Est-ce que les primes d'assurance qu'elles payeront seront les mêmes, etc. Enfin, on voit bien tout ce qui peut se décliner. Est-ce qu'il y a et c'est ma dernière question, et je veux bien que vous y répondiez rapidement, est-ce qu'il y a des nouvelles questions éthiques, de votre point de vue, qui émergent aujourd'hui, qui ne sont pas suffisamment traitées ? Moi, je vais juste faire un point. Il y a quelque chose qu'on rapproche à l'éthique et qui, pour moi, n'a rien à voir avec l'éthique, c'est le prix. Et vous le dites dans votre livre, c'est finalement cette innovation, elle va coûter très cher parce que, justement, elle est très complexe, etc. Bon. Il faut comprendre quand même que si ça coûte très, très cher, c'est parce que les besoins en production sont extrêmement importants et la réglementation, finalement, nous protège en mettant des barrières et de la qualité extrêmement élevée. Ça, c'est très bien. Du coup, toutes nos sociétés
santé, de biotech, de medtech, innovantes, sont obligées d'aller chercher des financements à l'extérieur. Et finalement, quand vous avez des investisseurs, il faut avoir un prix qui va être rentable ensuite. C'est vrai que c'est cher, mais aussi on est dans une course de ce type. Donc on doit avoir de l'innovation qui soit produite en France, qui soit soutenue par les acteurs publics, qui soit accompagnée par les réglementaires pour que, éthiquement, cette innovation soit accessible aussi aux patients. Bernard Bégaud ? Non, mais je suis parfaitement d'accord. Quand dans le livre, je critique le prix de certaines choses, je suis bien conscient qu'il faut qu'il y ait une rentabilité, il faut que les actionnaire retrouvent leur mise et plus. Des fois, ça dérape quand même. Il y a quelques exemples, on les rappellera pas, mais là, on est déraisonnable. Donc, je pense que c'est contre-productif. Voilà. Et je pense qu'il est très important que les autorités sachent bien ce dont on a besoin, le juste prix, mais voilà, et sans se laisser fasciner et en oubliant aussi le reste. On a dit la prévention, effectivement, l'instruction des patients. Moi, j'y crois beaucoup aux patients experts. Oui, les relais. On ne va pas y revenir, mais ça, je crois que ça a été très bien dit. Oui. On le voit dans le Covid, du reste. Dans la Absolument. COVID. Merci beaucoup, Bernard Bégaud. Marc Prikaski, vous vouliez le mot de la fin, c'est ça ? Non, pas du tout, mais ce sera le mot de la fin et je veux bien qu'il soit très ramassé. Je vous le donne. Non, mais c'est vrai qu'on s'est penché sur certains coûts de traitement parce qu'on se dit les animaux ne l'acceptent pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que l'animal de compagnie est devenu l'enfant de la famille, le dernier enfant, voire le premier enfant. Mais en même temps, on a vu qu'effectivement, c'était parfois déraisonnable. Vous n'avez pas pris cet exemple. Merci beaucoup à tous les quatre. Bruno Lina, professeur de virologie, membre du comité scientifique auprès d'Emmanuel Macron pour le Covid-19. Florence Alouche, docteur en pharmacie, cofondatrice, ancienne présidente de Sparring Vision. Marc Prikaski, vétérinaire, PDG de Seva Santé Animale. Et en duplex de Bordeaux, Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie, dont on peut lire le dernier ouvrage, La France malade du médicament, 110 milliards d'euros plus tard. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'était Novactuel, le magazine de l'innovation sur Novac TV, autour de la question « Comment soignera-t-on demain ?» 2 parties à voir ou à revoir.